le cidre aux États-Unis a vu un énorme boom depuis que je suis arrivée. En 2009, quand je suis arrivée, les gens ne buvaient pas de cidre. Ce qui est assez paradoxal parce qu'en fait, c'est un pays à cidre avec énormément d'arbres qui ont été plantés depuis le XVIIe siècle. Donc, quand vous sortez de la ville de New York, vous êtes dans les montagnes des Catskills, vous êtes dans les Finger Lakes, vous avez plein d'arbres sauvages qui ont 200-300 ans. Donc, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, en fait, la boisson ici, c'était le cidre. Et ça a disparu. Ce qui s'est passé, c'est que le mouvement du vin et des craft beers et des bières artisanales ont vraiment aidé à faire en sorte que le cidre se redécouvre une nouvelle jeunesse et un nouveau marché. Et je crois qu'on est passé de 50 ou 60 cidreries en 2008-2009 à plus de 800 aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une explosion remarquable avec cet intérêt de se dire travaillons ça comme un produit artisanal de qualité. Et ils appellent ça le heritage cider. Donc, c'est retourner sur des variétés sauvages, aller faire de la cueillette sauvage, ne plus utiliser les pommes à fruits, les pommes de table extra sucrées de verger pour faire des cidres où on rajoute du gaz carbonique. New York a un peu mené la chose avec des personnes en Californie, Oregon, Washington et Vermont. C'est un petit peu les 5 États où vous trouvez vraiment des choses. C'est assez marrant parce que c'est des États aussi populaires. Petit à petit, en fait, le cidre s'est réinvité au restaurant. Vous aviez des restaurants new-yorkais qui faisaient beaucoup de choses locavores, qui se sont remis à mettre beaucoup de cidre parce que c'était un peu la boisson locale, à pousser ces cidres de qualité. On a même eu un restaurant pendant quelques années qui malheureusement a fermé ici dans le Lower East Side, qui ne faisait que du cidre. Donc c'était un restaurant à cidre, qui faisait aussi, en plus, la cuisine était végétarienne. Et avec un garçon qui s'appelle Dan Pucci, qui est d'ailleurs en train d'écrire le livre de référence sur le cidre, qui était le cidre directeur, et on parlait de 250, 300 cidres à la carte et tout ça. Vous avez d'autres bars à cidre à Washington, vous en avez en Californie, vous en avez voilà. Donc le cidre s'est installé petit à petit, réinstallé dans les restaurants qui faisaient du locavore. Ces restaurants étaient étoilés. Moi, à Rouge Tomate, j'avais beaucoup de cidre, on faisait beaucoup d'accords mets et vins avec le cidre. Puis on a eu ça avec Westside, donc ce restaurant à cidre, ouvert dans le Lower East Side. Et après, le mouvement s'est amplifié et aujourd'hui, on a beaucoup de choix en termes de cidre, mais en fait, malheureusement, ça n'a jamais comme très bien pris avec les clients. Ça reste un produit qui est quand même relativement difficile à vendre. Pour plusieurs raisons, je crois. Des bouteilles de cidre de qualité artisanaux avec des vieilles variétés de pommes, fait comme on les aime. Ils viennent souvent en bouteilles de 650 ml. Et c'est des formats qui sont un peu compliqués parce que les gens ne veulent pas prendre nécessairement le risque d'acheter une bouteille de cidre à 20, 30, 40. Donc, le choix se fait, OK, on va prendre un verre, mais dans ces cas-là, c'est en pression. Il n'y a pas beaucoup de cidre en pression de qualité. Donc, on va prendre une bière. Donc, il y a un problème au niveau du format qui fait que, comme il n'y a pas encore cette habitude de boire du cidre à la bouteille, toute la bouteille, et ben les gens ne sont pas prêts à mettre l'argent pour une bouteille entière, mais on n'a pas vraiment beaucoup de choix de leur mettre un verre ou 2 verres. Et si vous n'avez pas une rotation, et ben vous perdez assez rapidement quand même, parce que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gaz carbonique fait que, en termes de garde, c'est assez compliqué. Le mouvement aussi des vins nature, je pense, a phagocyté une partie du mouvement de ce qui est cidre, hein, avec le côté un peu funky et tout, les brettes, la volate et tout. Donc ça, là, beaucoup plus de vin nature, donc les gens boivent du vin nature. Et on a aussi le gros mouvement des bières saison, des sour beers ici aussi, qui a aussi d'un autre côté phagocyté un peu le marché des cidres. Donc au final, on se retrouve avec des produits top, relativement chers, et vous êtes un peu bloqué. Et il faut vraiment beaucoup vendre aux clients. Donc, il y a un potentiel énorme. Il y a une redécouverte incroyable des cidres, des heritage cider ici aux États-Unis, mais la clientèle n'a pas suivi comme on aurait pu penser qu'elle suive. Je ne sais pas trop où ça va aller parce que
pour observer un peu ce qui se passe ici, et notamment à Manhattan. Vous voyez bien que depuis 2-3 ans, on est quand même sur des ouvertures de restaurants très classiques. Il n'y a pas beaucoup de prise de risque. On ne va pas sur des choses de nouveauté. On sent vraiment que ce qui est en train de se mettre en place, c'est des choses avec une idée de confort dans l'offre alimentaire qu'on propose. Donc, ils vont faire un retour immédiatement parce que là, on est en pleine crise. Donc, ouais, le cidre aux États-Unis, gros potentiel et pas encore tout à fait réalisé. J'adore le cidre. Je suis une grosse buveuse de cidre. Mes grands-parents sont de Normandie, donc du côté dans l'Orne, pas très loin de chez Flair et Vie. Alors moi, j'adore même le poiré. Je suis une très grande fan de poiré. Donc j'en ai toujours à la carte du restaurant. Mais voilà, si vous n'avez pas un restaurant qui fait suffisamment de volume ou un menu dégustation, c'est dur de les avoir ouverts. Et si vous ne les avez pas ouverts, c'est vraiment très dur de les vendre à la boutique. C'est à New York avec quelque chose qui s'appelle Aaron Burr. Aaron Burr, c'était un des pères fondateurs américains qui fait partie de la Constitution avec Hamilton et tout ça. Et lui, Andy, c'est vraiment spécialisé dans la cueillette sauvage, des vieilles variétés avec des cidres par territoire. Donc des cidres de terroir, des cidres de pommes extrêmement spécifiques, des 100% juste d'une variété qui se trouvait sur voilà, avec des cidres millésimés, vinification indigène, avec certains qui étaient des cidres tranquilles et d'autres qui étaient des styles très légèrement effervescents. Donc Aaron Burr, c'était un peu quand même le grand-père enfin vraiment celui qui a poussé l'extrême ici. Donc c'est des choses extrêmement intéressantes. South Hill aussi dans les Finger Lakes, qui fait des choses très bien. Dans le Vermont, il y a Shakersbury. Vous avez Easy Orchard en Oregon. Donc il y a quand même toute une liste de personnes très intéressantes à interviewer. Et il y a des gens assez emblématiques qui sont en train de pousser le cidre comme la boisson du futur aux États-Unis. Des masters sommeliers ou des experts en vin qui sont en train de dire voilà, le cidre doit avoir un statut égal au vin, se battre pour cela. Il y a un jeune homme qui est pas très loin de chez moi à New York, à Long Island, qui est en train de faire tout un projet de sauver. Enfin, il fait des cidres, évidemment. Il s'appelle Eric. Long Island, c'est l'île qui est au bout de Brooklyn, en fait. De Brooklyn, Brooklyn est sur une île. Et là, il y a plein de vieux arbres à pommes, mais qui se trouvent dans des propriétés privées parce que Long Island est en train de se faire phagocyter par la ville, et par les propriétés foncières. Et lui, il est en train de sauver toutes ces variétés de pommes dans plein de maisons. Et il fait des cidres pareil de territoire sur Long Island, sans soufre, en levure indigène. Ah ouais. Et ici, il y a aussi une tradition du cidre. Alors, il n'y a pas très très peu de poirées, c'est vraiment du cidre aussi, mais des cidres aussi avec des raisins. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ont des cidres où ils utilisent les vieux hybrides américains. On a eu une grosse vague de cidre espagnol à un moment donné. Pareil, il y a 4-5 ans, tout le monde avait des poronnes et voilà, on servait du cidre dans les bars à vin, le cidre aux poronnes. Ça s'est un peu calmé. C'est des cidres aussi compliqués à vendre. Et après, tout ce qui est cidre français, ça aussi, c'est des cidres compliqués à vendre, malheureusement. Souvent en dessert, mal pensé. Éric Bordelais a fait un travail de fond ici depuis des années. Et vous le trouvez dans énormément de restaurants, mais de là à dire que les gens spontanément vont commander une bouteille d'Éric Bordelais, c'est pas le cas. C'est généralement des Français qui le font. Et je sais que vous avez d'autres producteurs qui essayent de percer, qui font des cidres incroyables de qualité, comme le Suffleur, comme Julien Turel. Les cidres arrivent ici assez chers, donc pareil, c'est difficile de les vendre. Cyril a pas mal marché parce qu'il était distribué juste par un distributeur de vin nature. Donc en fait, étant dans le mix du vin nature, ça s'est pas mal vendu. Et aussi, il fait Ciderman avec sa petite bouteille. Mais pareil, c'est super cher. Et là, la cidrerie du Julien a changé d'importateur. Donc, on va voir comment ça se passe.
Par exemple, le Ciderman de Cyril en 33, par exemple, c'était top parce que ça permettait de faire au verre. Voilà, ça vous fait 2 verres, quoi. Et normalement, 2 verres, vous les vendez rapidement. Bah là la nouveauté, c'est qu'énormément alors, le problème, c'est les refermentations en bouteille, quoi. Après, il faut faire un choix par rapport à comment vous faites les fermentations et tout. Et comment est-ce que vous voulez refermenter, mais il y a quand même de plus en plus de gens ici qui utilisent les canettes. Ils savent que le futur du cidre passe par la canette. C'est les canettes pour les cidres un peu de consommation courante, et ça reste bouteille type service type vin pour les grandes cuvées de garde, le cidre tranquille sur des variétés très spécifiques. Là, par contre, ce sera des bouteilles à garder, tout ça. Mais bon, Andy, il a sorti des bouteilles à $130. Hein. C'est dur de vendre des cidres à ce prix-là. Ouais, mais il faut pousser, quoi. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a de l'ambition. Mais derrière, il faut vendre. Hein. Bah, le cidre va vraiment quasiment avec tout. Hein. C'est ça la chose. Si vous connaissez vraiment vos cidres, si vous connaissez votre producteur et le type de pomme utilisé, la sucrosité, le gaz ou pas le gaz, vous pouvez vraiment aller un peu de A à Z. Donc, que ce soit, j'ai fait des accords avec des cidres basques, avec des huîtres, avec des granités au cresson, par exemple. Voilà, et un zeste de pamplemousse. Donc, vous gardez le côté iodé, le côté végétal amer. Ça sort super bien, ça, par exemple. J'avais un plat avec un cidre. J'ai fait pas mal de cidres différents. Mais j'ai fait notamment avec les poires Édéric. Mais on avait des petites Saint-Jacques ici qu'on appelle des Nantucket Bay Scallops. C'est toutes petites Saint-Jacques qu'on a au mois de septembre, qui ont un goût de noisette. Et c'était avec châtaigne, céleri et des bâtons de poire crus, très légèrement sous mûr. Et ça, avec le poire Édéric, avec un peu de garde, c'était exceptionnel. Sur un travail de porc laqué, par exemple, elle travaillait avec beaucoup de sucrosité. Je voyais le cidre, le mellifère de chez Julien Turel, avec la refermentation repoussée en miel, que j'avais travaillé ici sur un porc laqué. Il n'était pas laqué comme avait fait Adeline, parce que c'était pas une inspiration chinoise, c'était plus une inspiration texane, mais ça avait extrêmement bien marché. Donc les cidres, le porc, c'est un accord, toutes les variations comme ça. Après, ici, on a aussi à Rodenbach, on fait des cidres avec du cassis sauvage et des vieilles malus bataka, donc des vieilles pommes très amères, que j'avais travaillé sur des canards. Avec c'est un farotto, donc du faro, travaillé comme un risotto. Et c'était fini avec un coulis très amer, enfin très acide, avec du vinaigre balsamique, où c'était un mélange de fraises et de cassis, en fait, qui permettait sur le canard. Donc non, j'ai fait vraiment plein d'accords sur les cidres qui vont bien au-delà de la tarte tatin avec la pomme. Enfin, voilà. Ce qui est toujours très, très problématique sur les accords mésalins, c'est notamment le travail des légumes et les fibres, la chlorophylle et tout ça, et tous les plats avec des acidités très fortes. Vous avez des bases acides en assaisonnement. Et le vin, ça marche pas très bien généralement, à moins de trouver vraiment. Le cidre a cette capacité d'avoir énormément de cette question de l'acide malique, avec question de fermentation, pas de fermentation des acides maliques, tout ça, mais c'est malique avec du tanin. Et en fait, maintenant, on a les vins oranges qui nous permettent de faire ça. Mais autrement, c'était quand même un monde qui n'était pas très bien représenté au niveau des vins. Acide tanin, et qui permet vraiment de faire des super accords avec tous les légumes à feuilles vertes, tous les légumes type asperges, tout le travail avec les oignons, l'ail, les choux, enfin voilà. Et le cidre permet énormément de travail là-dessus. Et là, tout ce qui est... j'ai pas mal de plats en cuisine avec des influences de fermentation lactique, donc les kimchi, tous les légumes fermentés comme ça. Et le cidre, grâce à son acidité, marche super bien. Je crois qu'il faut trouver un bon endroit où il y a une vraie liberté d'expression. C'est le plus important.
euh, ou si c'est pas immédiat, où il y a quelqu'un au-dessus de vous qui puisse vraiment être un mentor et puisse vous faire grandir. Utiliser les médias sociaux, mais de manière intègre, voilà, avec une vraie, vraiment essayer de raconter la passion et mettre en image le pourquoi de la passion. Voilà, c'est deux choses qui sont très fortes. Et je crois qu'en faisant ça et en passant beaucoup de temps avec les vignerons, on rencontre les bonnes personnes qui vont mettre le pied à l'étrier.